Mesdames et messieurs, bonjour. Voilà, nous allons passer à la présentation, la première de la journée de ce jour, le premier jour, et dont le plan est devant vous. Nous allons parler de l'état des lieux, la vision et les solutions envisagées. On va parler de la programmation jusqu'à l'horizon 2030. On va parler des avancées par rapport au programme, les perspectives de mobilisation des parties prenantes, ainsi que, à la fin, on va finir par les interventions. Alors, sans plus tarder, on n'a pas beaucoup de temps, on va passer à la... de l'électrification en RDC. Alors, la RDC, c'est un grand pays qui compte 145 territoires. Et le constat que nous pouvons faire à ce jour, c'est que le taux d'accès à l'électricité est vraiment trop faible, et en particulier dans les milieux ruraux et périurbains. Elle est dans la plupart de ces territoires inférieure à 2%. C'est un constat amer, et donc c'est aussi des défis qui se présentent devant nous, en particulier le secteur public et le secteur privé. Alors, les défis qui se présentent devant nous, c'est que d'abord, la stratégie d'électrification avec des grandes centrales, on a vu que ça n'a pas donné vraiment des résultats par rapport à l'accès pour tous de nos populations. Juste quelques exemples. On peut voir que la centrale de Inga, la plus grande de notre pays, n'a pas réussi à donner de l'électricité à la plupart de nos populations. Et on a vu que l'énergie a été plus orientée vers l'industrie et le secteur minier. On peut donner encore d'autres exemples, c'est le cas de Mwadingu, Chabou, Sanga, le tout récent. Et donc voilà, donc l'autre défi, c'est que la gouvernance et la lente opérationnalisation de la libéralisation a été aussi assez lente. Donc, en plus de temps, 6 ans plus ou moins, entre la réforme et la mise en place des institutions qui devaient mettre en œuvre la réforme, a été très longue. Et cela a retardé le processus d'électrification. Voilà, alors, quelle est la vision face à ce constat? Quelle est la vision d'ici l'horizon 2025-2030? C'est en termes d'objectifs. Alors, le gouvernement se donne comme objectif que d'ici 2025, le pays doit atteindre le taux d'accès à l'électricité à 30%, et qu'en 2030, ce taux devrait arriver à 50%, et avec une emphase sur les objectifs de développement durable, les ODD, mais aussi en utilisant toutes sortes de technologies, notamment qui débouchent sur le mix énergétique. Il y a l'hydro, dont le pays regorge un potentiel vraiment le plus important en Afrique, mais il y a aussi le solaire, la biomasse et beaucoup d'autres solutions. Alors, l'atteinte de ces objectifs est assurer la mobilisation de toutes les technologies, comme je le disais, technologies réseau ou bien hors réseau, et aussi cette atteinte doit être facilitée par un portage, doit être assurée par un portage fort. On a vu presque il y a 2 ans comment le chef de l'État ainsi que son gouvernement se sont beaucoup impliqués pour, comme le disait aussi le ministre des Ressources hydrauliques et électricité tout à l'heure, comment le président de la République ainsi que le gouvernement s'est engagé vraiment pour soutenir l'électricité. C'est l'image que l'on peut voir à la droite, mais aussi la mise en place d'un cadre renforcé qui consiste à la mise en place des institutions telles que l'ANSER et l'ARE. Alors, l'ANSER, c'est
c'est un acteur clé dans la mise en œuvre de cette vision. Pour mettre en œuvre cette vision du gouvernement, l'ANSER s'est doté d'une feuille de route qui contient 5 axes principaux, dont 3 qui sont stratégiques ainsi que 2 qui sont des axes facilitateurs. Les axes stratégiques, nous avons la politique, la régulation et la planification intégrée. Nous avons le programme d'investissement prioritaire orienté impact ainsi que la mobilisation des financements publics et privés. Ces 3 axes stratégiques sont soutenus par 2 autres axes que nous appelons facilitateurs, qui sont la décentralisation, donc c'est l'opérationnalisation des pôles dans les provinces, ainsi que le renforcement de capacités. Le renforcement des capacités concerne aussi bien le personnel de ANSER, mais aussi tous nos partenaires que nous devons soutenir pour qu'ils nous accompagnent dans l'électrification de notre pays. Alors, le tout tous ces axes-là sont conjugués pour donner accès aux services énergétiques des populations de la RDC en vue d'atteindre l'objectif ultime qui est la transformation structurelle des économies locales de la RDC. Alors, la stratégie d'électrification envisagée contient les 6 exigences. La première, c'est que le plan d'électrification doit intégrer tous les 145 territoires de notre pays. C'est pour cela que ce document sur la planification, nous l'appelons les plans locaux d'électrification approche 145 territoires. Et ces plans locaux d'électrification que nous appelons PLE doivent s'intégrer dans le plan national d'électrification. Alors, il y a une autre exigence pour produire ce document qui concerne le dialogue des politiques intersectorielles. Ceci, comme nous allons le voir un peu plus tard, c'est pour cerner la demande qui n'est pas seulement donner de l'électricité aux ménages, mais aussi une demande que nous appelons tertiaire pour développer justement les usages productifs de l'électricité dans les territoires. Alors, ceci doit aussi donner lieu à un programme d'électrification que nous appelons PIP ou bien programme d'investissement prioritaire qui découle donc des plans locaux d'électrification. Alors, la même stratégie contient aussi une approche marché parce que nous convenons tous aujourd'hui que l'électricité ne peut pas, c'est un bien qui a un prix et donc finit le temps où les populations doivent avoir l'impression que l'électricité c'est un droit qui doit leur être donné et gratuitement. Et donc cela devrait donc susciter le marché ainsi que les investissements privés. Alors, la dernière exigence, c'est que toutes ces solutions doivent évoluer dans une approche à moindre coût. Alors, l'électrification du pays aujourd'hui, nous devons la regarder comme un processus. Il y a beaucoup de territoires qui sont dont la densité est faible aujourd'hui et les agglomérations sont dispersées. Il y a des solutions appropriées dans cette figure de cas, mais pour d'autres encore, ces populations-là présentent des densités beaucoup plus fortes et dans ces 2 cas de figure, les solutions ne devraient pas être les mêmes. C'est ainsi que l'électrification peut commencer par une phase initiale, comme l'éclairage public, pour que les populations aient au moins déjà de la lumière dans leur quartier, dans leur rue. À un deuxième stade, on peut imaginer qu'ils peuvent maintenant avoir besoin de la lumière dans leur maison. On peut commencer par les kits individuels, que nous appelons les SHS, et puis au fur et à mesure que l'électrification continue, on peut atteindre un niveau élevé où ces populations peuvent se connecter à un réseau existant ou bien qui peut commencer déjà à se mettre en place. Voilà, donc toutes ces solutions-là, selon les cas de figure que je viens de présenter, peuvent avoir des solutions sur
à partir de l'hydroélectricité, à partir des solutions solaires, à partir de la biomasse ou bien de la géothermie ou alors le mix lui-même. Alors, regardez maintenant en termes de stratégie, comment est-ce que la RDC voit l'électrification du pays. Ici, il y a deux cas de figure sur une même carte. Alors, le premier cas de figure, c'est que vous voyez qu'il y a un réseau qui est dessiné sur cette carte-là. Elle concerne ce que nous appelons aujourd'hui les autoroutes de transport. Alors, ces autoroutes de transport ont la mission de joindre les postes distributeurs qui sont répartis dans le pays. Ça, c'est la vision au niveau top qui a été faite par le ministère des Ressources hydrauliques et électricité. Mais au niveau de la planification chez ANSER, nous avons travaillé sur des solutions décentralisées. C'est tous ces points que vous voyez parsemés sur la carte. Et à la longue, ces mini-réseaux, ces solutions décentralisées vont s'intégrer dans le réseau global pour atteindre maintenant une solution d'électrification solide et efficace à terme. Donc, telle est la stratégie au niveau global et au niveau aussi local. Alors, toujours en termes de stratégie, je venais de dire ici que l'électricité aujourd'hui, c'est un bien qui a un prix. Et donc, ce service doit être payant. Alors, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des programmes de stimulation de la demande, ainsi que des usages productifs de l'énergie. Alors, ceci va permettre de générer des revenus par les exploitants ou les opérateurs, et ces revenus vont permettre à entretenir ces systèmes, mais aussi à étendre les réseaux, parce que le besoin devenant croissant, il faut continuer l'expansion pour que tout le pays, à terme, soit électrifié. Alors, les deux éléments vont permettre justement la pérennisation des investissements et donc catalyser le développement socio-économique du pays. Alors, ici, je vous montre quelques cas de figure en Afrique. On a 3 cas qui sont présentés comparés à la RDC. Nous avons le Kenya, l'Éthiopie et le Rwanda. Ces 3 pays, ils ont mis en œuvre cette stratégie que nous venons de décrire, c'est-à-dire l'ouverture du marché. Quand vous voyez, dans les 3 cas de figure, c'est pratiquement les mêmes éléments qui reviennent. Ils ont mis en place un cadre institutionnel renforcé. Ils ont créé un cadre favorable pour les exonérations, c'est pour stimuler le marché lui-même. Et puis, ils ont travaillé sur une planification intégrée. Alors, comme résultat, vous pouvez voir que pour ces 3 pays qui sont un modèle aujourd'hui, on peut voir que le taux d'accès à l'électricité a grimpé pratiquement de façon exponentielle. Alors la RDC stagne encore à ce jour, c'est pour cela que nous prenons ces cas comme exemple. Peut-être qu'en utilisant les méthodes qu'ils ont fait dans leur pays, nous aussi nous pouvons espérer atteindre l'électricité universelle à terme. Alors, en dehors de l'électricité, puisque nous ne parlons pas toujours de l'électricité, mais en général de l'énergie, nous ne pouvons pas terminer ce discours sans faire allusion à la cuisson propre, qui est aussi une priorité du gouvernement, mais aussi c'est une priorité par rapport au phénomène de changement climatique que nous vivons à ce jour. Alors, dans ce cas ici que vous voyez sur l'écran, c'est qu'il y a un chiffre qui est quand même assez inquiétant. 92% du bilan énergétique de la RDC fait référence au bois de cuisson ou à la biomasse de façon générale. Et ceci a comme conséquence la déforestation accélérée,
mais aussi il y a une cause de mortalité des femmes ainsi que des enfants parce qu'ils sont exposés à toutes sortes d'accidents lorsque on recourt à ce phénomène. Alors, quelles sont les ambitions du pays par rapport à cela? C'est que la RDC compte moderniser tous les systèmes de cuisson, mais aussi réduire de 50% le recours au bois énergie d'ici à 2030. Alors, en ce qui concerne la programmation 2030, nous allons faire un petit tour sur les plans locaux d'électrification à l'horizon 2030. ANSER a élaboré les PLE, comme je le disais tantôt, qui est un cadre structurant pour où les initiatives doivent s'intégrer. Alors, quelle était la méthodologie qui avait été utilisée pour mettre en place ces PLE, les plans locaux d'électrification? Il y a globalement deux approches, ce qu'on appelle l'approche top-down ainsi que l'approche bottom-up, que ANSER a utilisée de façon combinée. Et en plus de ces deux approches, évidemment, compte tenu des ressources limitées, nous avons été obligés aussi d'utiliser une autre approche que l'on appelle la revue documentaire. Alors, chaque approche a des avantages ainsi que des inconvénients, bien sûr. En ce qui concerne l'approche top-down, on a l'avantage, c'est que le temps de collecte des données est très court. La logistique aussi, elle est faible en termes de ressources qu'il faut mobiliser pour la logistique, ainsi de suite. Mais pour l'approche bottom-up, nous avons l'avantage d'être proche des bénéficiaires. Mais nous avons aussi l'avantage de discuter avec toutes les parties prenantes locales pour connaître exactement et réellement leurs besoins, ce qui va permettre de bien faire, de bien concevoir des projets d'électrification pour eux. Non seulement pour l'électrification des ménages, mais aussi pour les usages productifs. Alors, les objectifs assignés au PLE, c'est qu'il faudra établir un état des lieux détaillé par province, mais aussi se fixer les objectifs de 30% d'électrification d'ici 2025, mais aussi 50% en 2030. Et au-delà de ces deux objectifs clés, évidemment, pour s'assurer qu'on est en train d'évoluer dans le sens des objectifs qu'on s'est assignés, il faudra donc des outils pour permettre l'évaluation des réalisations. Alors, en termes de principaux résultats des PLE, nous avons donc deux jalons, pratiquement, le jalon 2022-2025 ainsi que le jalon 2025-2030. Alors, vous voyez, sur la première ligne, c'est les objectifs sur lesquels nous sommes revenus plusieurs fois, 30% et 50%. Alors, en termes de puissance planifiée, donc toutes les centrales planifiées, en 2025, nous voulons atteindre 1154 MW et en 2030, 1135 MW. Et vous avez vu le total dans la dernière colonne. Nous n'allons pas revenir sur tous les chiffres, ils sont devant vous. Mais peut-être un mot sur les ménages impactés. Les PLE ont donc comme cet objectif d'atteindre plus de 5 millions de ménages d'ici 2030. Et le coût d'investissement pour tous ces projets, en 2030, vous voyez, le dernier chiffre, ça se lève à 7 milliards 200 millions. Voilà. Pouvez-vous accélérer? Oui. Voilà. Alors, là, c'est les PIP, le programme d'investissement prioritaire qui découle des PLE, comme nous le disions tantôt. Alors, il y a plusieurs solutions, on disait. Il y a les solutions hydro, solaires, ainsi de suite. Alors, pour chaque type de solution, on a dans le PIP, le programme d'investissement prioritaire, le nombre de sites, le nombre de ménages à impacter, la puissance installée, ainsi que le budget. Alors, pour les PIP, nous avons dit que c'est un petit échantillon qui est tiré des PLE. Vous voyez, le budget total pour les PIP, c'est
plus ou moins 750 millions de dollars pour 270 projets et pour pratiquement 220 mégawatts. Alors, le PIP actuellement a comme objectif seulement 2023. Donc, nous sommes toujours en train de travailler pour étendre le PIP, pour envisager ce qui doit être fait pour 2025 et puis pour 2030. Donc, c'est un travail qui est en cours. Il n'est pas si facile parce que c'est une liste qui contient des projets que nous appelons matures. Mature, ça signifie que nous devons avoir au minimum des études de préfaisabilité et au mieux des études de faisabilité. Comme nous allons le voir un peu plus tard, les études demandent aussi des moyens que nous sommes en train de chercher à mobiliser justement à travers notamment ce forum. Alors, je ne suis pas sûr si la séquence est toujours bonne, c'est très sensible le pointeur. Alors, en termes de contribution estimée de tous les programmes en cours par rapport au PLE, la zone en presque rose, c'est le gap. Le gap par rapport aux objectifs des PLE et les couleurs vertes, bleues, ainsi de suite, c'est les contributions des différents secteurs pour aller aux objectifs des PLE. Juste une petite conclusion ici, pour ne pas aller en détail, c'est que la case en rose est assez grande, ça signifie que le gap reste encore important. Donc, nous devons encore mobiliser davantage d'investissements pour atteindre les objectifs assignés au PLE. Alors, pour l'instant, je vais passer la main à ma collègue Sophie, et puis je pourrai revenir peut-être pour conclure après. OK. Là, notre collègue nous a présenté la planification et les stratégies de l'ANSER pour atteindre nos objectifs. Maintenant, nous allons parler des avancées de ANSER jusqu'à cette date. Nous avons 50 km déjà électrifiés par rapport à l'éclairage public à jour. Nous avons déjà plus ou moins 5000 ménages connectés, branchements plus les kits individuels de Fonds-Mwinda. Nous avons à noter aussi que ANSER a un des objectifs vraiment ambitieux parce que nous projetons au moins 5 millions de ménages en 2030. Il y a 33 bâtiments à usage collectif qui sont électrifiés et plus ou moins 30 millions de dollars investis à ce jour. Qu'est-ce qu'il y a comme activité qu'ANSER prévoit pour cette année? Nous avons 16 contrats qui sont signés, dont les travaux sont en cours à ce jour. Et comme l'a dit le DG, ces travaux vont prendre fin d'ici la fin de l'année, d'ici octobre. Il y a 11 contrats qui sont en négociation au niveau d'ANSER. Il y a aussi 5 contrats qui sont encore en passation des marchés. ANSER étant un établissement public, elle est dans l'obligation de respecter les procédures de passation des marchés de la DGSMP. Il y a 16 mégawatts en cours de construction, 16 mégawatts en cours de construction disséminés dans les 26 territoires. Il y a aussi 220 500 ménages à impacter d'ici la fin de 2023. Notons aussi que nous projetons 1200 km d'éclairage public à la fin de cette année, répartis dans les 145 territoires. Okay.
en collaboration avec des partenaires, spécialement avec ARE, ANSER a validé 10 textes réglementaires sous l'appui de l'Union européenne sur les procédures simplifiées et l'électrification hors réseau. Ces textes sont à ce jour en attente de signature par le ministre du secteur. ANSER a aussi, comme avancé, ANSER a aussi validé les normes sur les procédures, les normes sur les produits et équipements solaires avec ACERD et le comité électrotechnique national. Et cet arrêté est aussi en attente de signature chez le ministre de l'Industrie. ANSER a aussi fait des plaidoyers avec ACERD pour l'exonération des droits de douane sur les équipements solaires. Comme avancé, nous avons aussi adopté, ANSER a aussi adopté au mois d'octobre une stratégie et un plan d'action genre avec l'appui de USAID. Dans cette adoption, désormais, il y a l'intégration de l'aspect genre dans les indicateurs et les procédures d'appel d'offres. Il y a aussi un programme qui est en cours, qui est en réflexion pour la formation et la sensibilisation des jeunes filles aux différents métiers liés au secteur. Comme avancé dans le fonds Mwinda, avec les bailleurs, ANSER a aussi intervenu dans la cuisson propre dans un projet appelé PI Forêt, dans lequel ANSER, sous financement de la Banque mondiale, va aussi exécuter une composante cuisson propre pour subventionner ces solutions. ANSER a aussi appuyé dans le cadre d'un projet appelé FABS, sous financement de USAID, 3 opérateurs qui valorisent la cuisson propre. Avec Fonared aussi, il y a des discussions qui sont en cours pour valoriser la cuisson propre. Là, je parle maintenant des principaux apprentissages que nous avons eus. Étant à mi-parcours, une année avant, ANSER avait mis en place des ouvrages à Ipamu et Bongayasa. Comme l'a déjà dit ceux qui m'ont précédé, la politique d'ANSER est de ne pas seulement donner de l'électricité, mais de susciter le développement des zones électrifiées à travers l'électricité qu'elle place dans différents territoires. Et ainsi, une année avant, nous avons mis des ouvrages à la commune rurale de Boalayoulou, exactement à Bongayasa, et aussi à la cité d'Ipamu. Maintenant, une année après, nous sommes allés faire une évaluation juste pour évaluer l'impact de ce projet par rapport à ce qui s'est passé avant l'électricité. Je sais que la liste n'est pas vraiment exhaustive, nous allons prendre juste le cas de Bongayasa. Là, nous voyons, c'est avec seulement 261 ménages que ANSER a connecté, 261 ménages, un hôpital général, il y a eu aussi la cure, quelques écoles et un institut supérieur. Mais nous avons eu quand même plusieurs impacts, mais nous citons juste quelques-uns pour que vous ayez à comprendre l'impact de l'électricité dans le développement. Nous avons le cas des examens de laboratoire. Avant l'électricité, on avait une situation de 180 examens par mois dans l'hôpital général de Bongayasa. Et après, avec l'électricité, il y a maintenant 350 ménages. On a une diminution de la distance pour puiser de l'eau. Vous allez voir dans le tableau, avant il y avait 2 km pour aller à la source et actuellement les femmes ne font que 200 mètres pour aller puiser de l'eau dans des fontaines d'eau, ce qui diminue aussi la pénibilité des travaux ménagers de la femme et de la jeune fille, effort étant que la jeune fille peut capitaliser pour étudier.
On a l'amélioration du cadre de vie des ménages. Avant l'électricité, il n'y avait que 10% des ménages qui possédaient le poste téléviseur. Et actuellement, avec l'électricité, on a constaté 50% des ménages, plus ou moins 50% des ménages qui ont le poste téléviseur. Le temps de travail des élèves aussi a augmenté. Avant l'électricité, les élèves ne savaient pas étudier au-delà des 18 heures. Actuellement, ils sont capables de le faire pas avant 22 heures. Les élèves peuvent étudier jusqu'au-delà de 22 heures. Et avec l'Internet aussi, nous avons constaté qu'il y a actuellement plus ou moins 70% de la population qui a accès à l'Internet. Ce qui n'était pas, avant la situation était de au moins 20% parce que n'ayant pas l'électricité, le téléphone et les ordinateurs n'étaient pas assez chargés pour permettre aux utilisateurs de se connecter encore plus souvent. Vous verrez par là que l'électricité aussi a un impact sur la recherche et sur les études des enfants. Après le retour d'expérience de Bongayassa et avec les autres agences d'électrification rurale en Afrique, ANSER a aussi réfléchi, est en train de réfléchir aussi sur la mise en place de quelques mesures. Est en train de réfléchir sur la mise en place de quelques mesures, toujours dans le souci de pérenniser, de viabiliser les projets. C'est ainsi que parmi les mesures que ANSER s'est données, il y a la priorisation au chef-lieu des territoires pour le choix des sites. Donc, on commence d'abord par le chef-lieu des territoires et puis on avance petit à petit. Il y a les études de base, ceci pour avoir une situation de référence sur chaque zone à électrifier qui nous permettra de faire une bonne évaluation à la fin. Étude de faisabilité aussi qui est important pour nous. Il y a le diagnostic participatif qui permettra aussi à ANSER d'identifier les problèmes qui affectent les ressources et les potentialités de toutes les zones à électrifier et les hiérarchiser afin de savoir comment implémenter ce projet. Il y a, dans la gestion de centrales, il y a l'accompagnement des opérateurs qui est aussi important en leur donnant des formations, différentes formations techniques sur la gestion, le montage des modèles d'affaires. Il y a aussi une mise en place des tarifs adoptés par les opérateurs sur la gestion. ANSER tient aussi à stimuler la demande, cela pour promouvoir les activités économiques en formant et en accompagnant les opérateurs, les communautés locales. C'est une façon pour nous, une façon pour ANSER d'impliquer la communauté locale dans le projet et surtout de booster la demande. Comme l'a dit aussi GAPP, l'offre sans la demande, les opérateurs auront un problème à offrir leurs services. Donc la demande est aussi importante à être suscitée, à être boostée. Parmi les mesures, il y a aussi un rôle catalyseur que ANSER est en train de jouer pour développer l'économie locale, en incitant les usages productifs à se développer dans les zones, comme je l'ai dit. Et pour ce point-là, nous avons fait intervenir des partenaires que nous appelons des partenaires d'appui qui nous aident avec la communauté locale et les opérateurs. Ces partenaires sont tels que INPP, ANADEC, comme cité là-bas. Next. Et les explications que j'ai données sont dans le graphique. Là, nous voyons ANSER qui est au milieu, avec tous les partenaires d'appui qui vont l'aider dans tout ce processus d'inciter, de booster
la demande à travers les communautés locales, à travers les opérateurs. Next. Et là, nous avons un caractère inclusif du marché. Nous voyons, toujours dans ce souci-là, de fournir une électricité bon marché aux consommateurs, Anser a aussi analysé plusieurs formes contractuelles. C'est ainsi que vous voyez là-bas, on a mis concession des services, affermage, régie intéressée. Ce point sera bien sûr développé au panel qui suit. Next. Là, nous voyons le dialogue avec le secteur privé. Ce dialogue est essentiel pour la réussite des projets, comme je l'ai évoqué tantôt. Les opérateurs privés sont vraiment indispensables pour la réussite des appels d'offres. Ainsi, Anser a vraiment besoin des opérateurs qui sont vraiment qualifiés dans chaque site. C'est comme ça qu'avec l'INPP, Anser est en train de réfléchir sur un projet, comment former les opérateurs, les techniciens de chaque entreprise dans tout ce qui concerne le secteur électricité. Anser a besoin aussi des entreprises qui sont capables de lever des fonds. Toujours avec ses partenaires d'appui, Anser va aussi former ces différentes entreprises dans cet aspect de levée de fonds. Merci. Monsieur Boula, vous avez 2 minutes pour conclure, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Sophie. Je vais conclure en très peu de temps. C'est sur 4 slides, mais que je vais résumer rapidement. Donc, en résumé, vous avez vu que, comme disait le DG, le marché de la RDC est immense. C'est peut-être le plus grand de l'Afrique aujourd'hui. Mais vous avez vu aussi que nous avons des outils qui nous ont aidés à faire de la planification, mais aussi à mettre en place un programme d'investissement prioritaire. Mais vous avez remarqué aussi que nous n'avons pas réussi à mobiliser autant de moyens pour arriver aux objectifs assignés et au PLE et au PIP. Je pense que les gaps sont importants, comme nous l'avions dit, d'où ici l'appel à tous les secteurs, que ce soit le secteur privé, les bailleurs de fonds et à tous les autres, de se mobiliser. Les cas que vient de présenter Madame Sophie montrent que le marché, non seulement il existe, mais aussi il est possible de faire avancer des projets parce que les gens sont capables de payer l'énergie dont ils ont besoin. Donc nous avons fait ces projets-là pour démontrer que c'est possible. Et c'est possible aussi de rentabiliser les projets dans ce pays. Même dans les coins les plus reculés où les gens pensent qu'il n'y a pas de capacité à payer l'énergie, nous avons vu que les gens ont réellement besoin et ils se donnent les moyens pour payer cette énergie. Donc d'où cet appel à vous tous pour que vous puissiez venir participer à l'électrification de la RDC, car les besoins sont là, les outils sont là, et nous faisons aussi un appel pour nous soutenir à améliorer ces outils-là, notamment les plans locaux d'électrification, dont nous voulons passer à une autre phase, qui est une plateforme interactive et digitale, qui peut vous aider aussi à accéder à toutes les informations dont vous avez besoin. Mais aussi, vous avez vu que le PIP est encore plus ou moins pauvre aujourd'hui, seulement 270 projets, mais c'est parce qu'il n'y a pas assez d'études pour compléter ce PIP. Et c'est donc aussi un appel pour venir participer dans l'élaboration des études en vue de gonfler ce PIP et vous donner la possibilité d'investir et de participer aussi à l'électrification du pays. Voilà, je vous remercie. Merci bien à l'équipe d'Anser de nous avoir plongé sur le travail qui a été réalisé jusqu'à présent et nous donner un aperçu des perspectives jusqu'en 2030. Nous allons directement passer à la présentation de l'UCM qui va nous informer sur ce qui se fait en milieu urbain.
et à l'échelle supranationale. Merci. Mesdames et messieurs, chers participants, bonjour. J'espère que la technique sera de mon côté. Est-ce que la technique est prête pour la deuxième présentation? En attendant, en fait, ma présentation va porter sur la cartographie des projets du programme d'investissement prioritaire PIP 2020-2025 pour les milieux urbains et zones industrielles afférentes à ces milieux urbains. La technique. La présentation, en fait, elle sera faite en 3 points. Il y aura une petite introduction où il sera question que je revienne sur les missions d'ICEM et les activités réalisées à ce jour. Deuxième point, il sera question de parler du PIP proprement dit, le programme d'investissement prioritaire, pour les zones urbaines et industrielles. Et je citerai par la situation actuelle des projets du PIP. La technique, vous me laissez parler sans image? Bon, gagnons le temps. La technique a ses caprices. Permettez que je... Alors, je disais que la présentation sera faite en 3 points. Au premier point, il y a les missions d'ICEM et les réalisations qu'elle a déjà faites à ce jour. Au terme de l'arrêté qu'il a créé en 2016, ICEM a reçu 2 missions du gouvernement. La coordination et le management des projets relevant du ministère ayant l'électricité en charge. De ces 2 missions, il y a eu des prestations qui ont été réalisées, notamment en termes de coordination. ICEM a élaboré les plans d'électrification nationale pour les zones urbaines et industrielles. Et en ce qui concerne l'aspect management des projets, ICEM gère un certain nombre de projets financés sur fonds publics et ressources budgétaires de l'État, ainsi que des partenaires techniques. Et ICEM en est la FIDICI pour tous ces projets financés par les partenaires techniques et financiers du gouvernement. En ce qui concerne les activités réalisées, et pour se conformer aux attentes de la présente table ronde, nous avons aligné tout simplement les projets, les activités qui cadrent avec la planification. Et là, nous avons réalisé la technique. Vous avez ma présentation ou pas?
Alors, en ce qui concerne les études de planification, ICM a réalisé dans un premier temps, sur financement de ESMAP du groupe de la Banque mondiale, une étude qui a porté sur la cartographie du potentiel hydro et solaire de la RDC. Cette étude a pu recenser près de 120 sites solaires on-grid et off-grid d'une puissance totale de près de 4 gigawatts. Et l'étude a recensé également 575 sites hydro de plus de 2 mégawatts de puissance, répartis en petites hydro, moyennes et grandes hydro. Ce qu'il faut remarquer ici, c'est qu'il y a dans les 575 sites, il y a au moins 260 sites que nous retrouvons dans la littérature, mais les sites pour lesquels un travail fouillé a été fait. Vous vous rappelez qu'en 2013 et en 2016, au niveau du ministère, sur l'appui du PNUD, un atlas a été mis en œuvre et qui a recensé près de 890, si j'ai bonne mémoire, 890 sites hydroélectriques. Pour la plupart, ce sont des sites de taille inférieure à 2 MW. Alors, il était question pour nous d'aller dans un stade un peu supérieur, donc au-delà de 2 MW. Et notre atlas a repris près de 260 de ces sites qui sont recensés dans les premiers atlas, mais pour lesquels un travail, par exemple, en ce qui concerne la localisation, on a pu donner une localisation exacte de ces sites et même en ce qui concerne les paramètres de base, les débits hauteur pour certains sites, le travail a été refait, les valeurs ont été refaites et puis pour arriver à donner une bonne puissance techniquement exploitable de ces sites-là. On est allé même plus loin jusqu'à déterminer la superficie de bassins versants pour toutes les rivières concernées par l'Atlante. Et les restes, près de 300 et quelques sites, sont des nouveaux sites identifiés à travers le système géospatial que nous avions utilisé. Alors, sur les 575 sites recensés, on a fait des études de préfaisabilité seulement pour 36. Bon, vous allez peut-être vous poser la question pourquoi seulement 36. Pareil à ce que les collègues de ANSER venaient de dire. Nous étions nous aussi au fait limités par le budget qui n'a pas permis d'aller au-delà de ces 36 sites qui devaient bénéficier, bien entendu, des études de préfaisabilité. Alors ça, c'est la première étude. La seconde étude a porté sur les plans d'électrification de 121 agglomérations urbaines, duquel plan on a tiré les 4 programmes quinquennaux allant de 2020 jusqu'à 2040, et dont les premiers que nous avons dénommés les programmes d'investissement prioritaire PIP 2020-2025. Ça devait commencer en 2020, parce que ces études ont été réalisées en 2020. Et les 4 programmes, parce qu'il était question de planifier à long terme, la planification est allée jusqu'à 2040, mais avec des programmes quinquennaux pour tous les 5 ans. Alors, ce plan a concerné 121 agglomérations. On allait illustrer ça à travers des cartes qu'on avait prévues. Vous allez voir où sont localisées ces 121 agglomérations.
bon, ce n'est qu'une partie prenante. Tous ceux donc qui auront besoin de ces informations, ils pourront nous contacter même à la fin de la présentation, pour avoir de plus amples informations. Alors, je disais donc qu'il y a le plan a consisté à une étude de préfaisabilité qui comportait notamment l'estimation de la demande, les solutions techniques. Pour ces plans, nous sommes focalisés sur des solutions solaires hybrides à raison bien entendu de la rapidité de la mise en œuvre. Solaire hybride, c'est-à-dire qu'il y a les solaires, on a les stockages en batterie, on a l'hydroélectricité ou les diesel, parce qu'on reconnaît quand même qu'on a un pays où, à certains endroits, le potentiel hydro est quasiment inexistant. C'est comme ça que nous avons opté aussi, à certains endroits, d'associer le solaire au diesel, tout en ayant en esprit que la part du diesel ne peut excéder 15%. Ça, c'est au terme de la loi, bien sûr. Donc, dans les mix énergétiques, la part du diesel était maintenue à moins de 15%. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, nous disposons de ces 121 études accompagnées de 121 fiches techniques de projet. Et pour accompagner cette planification, on est allé toujours avec l'aide de partenaires, et à l'occurrence ici la Banque mondiale. Nous avons réalisé une étude qui portait sur le format de régulation tarifaire. Et cette étude a permis qu'on dispose aujourd'hui d'un format de régulation tarifaire que nous avons mis à la disposition de ARE, qui est l'autorité de régulation de tarifaire. Et on est en train maintenant, c'était prévu même pour cette semaine, on a pu décaler la validation d'un deuxième format, parce qu'on a compris que dans les premiers formats, il était question plus de projets de manière un peu de manière globale, alors que, comme nous l'avons vu dans la loi cadre qui régit les secteurs, le domaine ou le secteur des mini-réseaux n'étant pas bien précisé dans la loi, il était question pour nous, au-delà du format déjà disponible, qu'on fasse maintenant un format qui soit spécifique vraiment aux mini-réseaux. Et ce format, il est déjà disponible. Nous pensons le valider, puisqu'il est en instance de validation. N'eût été les assises qu'on a pour lesquelles on est là, on allait déjà cette semaine valider ce format et accompagner toujours des ARE, elle pourra maintenant mettre ce format disons, à la disposition des opérateurs, parce que l'ARE disposerait maintenant de deux formats, d'un format vraiment pour des projets globaux et un deuxième format qui se rapporte aux mini-réseaux verts. Malheureusement, vous ne saurez pas voir toutes les illustrations qu'on a pu voir. Alors, en deuxième lieu, ICEM accompagne un certain nombre de promoteurs. Nous accompagnons ces promoteurs qui manifestent de façon spontanée leur intérêt à investir dans le secteur de l'électricité. Et cet accompagnement se matérialise en ce que nous mettons à leur disposition un cabinet qui leur permet en tout cas de structurer
sur le plan technique, juridique et financier leurs projets. N'oublions pas qu'aujourd'hui, les bailleurs de fonds, pour solliciter en tout cas le financement, on demande à ce qu'un projet soit complet, que des études détaillées soient réalisées et que les projets soient du moins structurés de manière à ce qu'on sache ou qu'on ait une idée du point de vue technique, quelle est la demande qu'on doit satisfaire et comment satisfaire cette demande. Et du point de vue juridique et financier, et surtout financier, il y a un travail important qui doit être fait déjà en amont pour essayer d'identifier tous les risques que les projets peuvent encourir, des risques de toutes catégories, des risques techniques, des risques financiers. Et tous ces risques-là doivent déjà être analysés ou structurés bien avant, de manière à permettre à ce que les closings financiers soient le plus aisés. Donc, nous accompagnons, j'ai parlé tantôt de la structuration technique, nous avons mis à la disposition des développeurs des projets une cartographie de financement innovant, parce qu'il est vrai, aujourd'hui, à travers le monde, on a beaucoup de financements que la plupart des développeurs ne connaissent pas. Et au niveau du SEM, nous avons essayé de cartographier un peu tous ces financements. Et ce guide-là, qu'on a appelé guide d'investisseurs, il est disponible, mais pour les promoteurs que nous accompagnons, dont les projets sont accompagnés au niveau du SEM, ils sont au moins avertis et ils sont les documents émis à leur disposition. Un dernier accompagnement consiste à une assistance dans l'atteinte du closing financier, toujours à travers un cabinet conseil que nous mettons à la disposition de ces porteurs de projets. On a une liste de tous ces projets. Bon, malheureusement, on ne saura pas les présenter. Alors là, je viens au deuxième point qui concerne les programmes d'investissement prioritaires pour les milieux urbains et zones industrielles. Est-ce qu'on pourrait, d'ici 7 minutes, s'il vous plaît, 7 minutes à peu près, pour permettre au public de poser des questions, si possible? Oh non, dans 2 minutes, je peux terminer. Super. Je suis presque à la fin. Alors, l'objectif principal du PIP est de porter les taux actuels, 9% pour les uns, 10% pour les autres, 19%. J'ai vu même dans un rapport que j'ai lu hier, on parle déjà d'un taux de 25%. Bon, une chose est vraie, c'est que notre taux est faible. Il est faible, peu importe le pourcentage avancé. Porter ces taux, les taux actuels, et les porter à 30% en 2025. C'est ça l'objectif ultime du PIP. Et il y a notamment un accroissement des capacités actuelles, que ce soit en solaire et en hydro, de manière à permettre d'atteindre cet objectif ultime. Le périmètre du PIP couvre l'ensemble de 121, je vous ai parlé tout à l'heure de 121 agglomérations. Donc le PIP couvre ces 121 agglomérations, mais pour lesquelles il y a certaines qui relèvent des réseaux interconnectés SNEL. Et pour les informations concernant ces agglomérations, nous allons les transférer à SNEL qui en a la charge de la planification.
Et si vous faites 121 moins 18, il nous reste 103 agglomérations isolées. Des agglomérations qui sont hors réseau interconnecté SNEL. Alors, pour ces agglomérations, nous avons non pas seulement étudié ces agglomérations dans leurs limites administratives, l'étude est allée très loin, jusqu'à considérer l'hinterland de chacune de ces agglomérations dans un rayon de 10 km. Donc, l'étude est allée au-delà de l'agglomération jusqu'à considérer les milieux qui sont localisés dans un rayon de 10 km. Comme vous comprenez, ça concerne plus les milieux périurbains. À 10 km d'une grande agglomération, on est en tout cas en périurbain. Et les informations en rapport à ces milieux, notamment en ce qui concerne la population, la demande, les solutions techniques d'électrification, les coûts des projets, nous disposons de toutes ces informations que nous mettrons à la disposition d'ANSER qui gère ces milieux. Donc, les informations se rapportant à la zone tampon de 10 km ayant fait l'objet des études en plus de l'agglomération concernée seront transférées à ANSER de façon officielle. Je prends l'exemple, par exemple, en ce qui concerne les ménages. Pour les 103 agglomérations, nous sommes arrivés à près de 358 000 ménages, équivalent à une population de plus de 2 800 000 habitants, rien que pour les zones se trouvant dans un rayon de 10 km autour des agglomérations urbaines étudiées. Quels sont alors les principaux indicateurs que nous avons dans les PIP? La population totale couverte par les PIP est estimée à près de 45 millions. On devait avoir un tableau. Bon. La population pour les 103 agglomérations urbaines étudiées est estimée à 42 millions. La population pour les milieux urbains situés à 10 km de l'agglomération, c'est autour de 3 millions. Les taux d'accès à l'électricité attendu en 2025, c'est 30%. La contribution des projets du PIP à l'atteinte de ce taux de 30% a été estimée à 21 points. Vous comprenez, si au niveau du SEM, nous amenons déjà à 21 points, ANSER, avec son PIP, a mené aussi 20, 30, 40 points, nous serons déjà à plus de 50% en 2025 et on aura atteint les objectifs assignés. La puissance totale à installer en solaire, c'est autour de 3 000 MW, crête. En hydro, c'est 745 MW. Et en diesel, je vous ai dit, avec un max de 15% dans les mix énergétiques, le diesel, c'est autour de 337 MW. L'ensemble des projets du PIP va coûter 5 milliards 800 en raison de 3 milliards, plus de 3 milliards pour la production et 2 milliards pour les réseaux de distribution. Ici, il y a peut-être un élément important, si vous permettez, avant de clôturer.
L'hypothèse que nous avons adoptée dans la configuration des réseaux est qu'au niveau de chaque agglomération, c'est comme ça que les coûts sont très élevés. Au niveau de chaque agglomération, l'hypothèse est de considérer une alimentation à réseau, de tous les consommateurs à réseau. Mais il est vrai, nous avons adopté un principe qui consistait à ce que si le coût de raccordement excédait les $1 500, à ce moment-là, on passerait à d'autres solutions alternatives qui consistent par exemple à implanter des kiosques solaires, un kiosque peut-être pour 5-10 ménages, ou aller pour les ménages vraiment dispersés, aller à des solutions individuelles. Alors, je terminerai avec cette information pour parler de la situation actuelle de ces 103 projets. Actuellement, nous avons 3 projets qui sont déjà en train d'être mis en œuvre à travers 3 concessions signées avec un développeur pour un total de 30 MW. Nous avons 3 projets qui sont en instant d'achèvement dans la perspective du lancement d'appel d'offres. Les 3 projets ici, ce sont les projets de Kananga, Mbujimai et Kabinda. Nous avons 4 projets qui sont en cours de structuration technique, financière et juridique en vue de leur promotion auprès des investisseurs privés et des prêteurs. Le total pour ces 4 projets, c'est 46 MW. Et dans notre portefeuille, il reste encore 93 projets qui doivent être structurés et promis auprès du secteur privé. Donc, il y a 93 projets qui totalisent plus de 2700 MW qui attendent la structuration afin de voir de leur promotion auprès du secteur privé. J'ai dit et je vous remercie. Merci bien, M. Mikedongo. Je crois, mesdames, messieurs, nous avons effectivement suivi autant la planification au niveau d'Anser que la planification au niveau de l'UCM. Et vous conviendrez avec moi que l'atteinte des objectifs en 2025 et en 2030 n'est pas un leurre, c'est quelque chose de réalisable. Avant de vous passer la parole pour les questions éventuelles, j'aimerais passer la parole au directeur général de l'ANSER pour une petite notification. Monsieur DG. Bonjour encore à tout le monde. Juste pour présenter quelques excuses pour la présentation de l'UCM, qui est une présentation super intéressante. Je viens de la voir moi-même maintenant seulement. Il a envoyé ça, je pense, à 17h hier, à Papi, uniquement le directeur technique. Je pense, je viens de voir dans le mail, il n'y a que vous qui étiez en copie. Vous êtes déjà ici. Et donc, toute l'équipe technique de la régie n'avait pas reçu la présentation. Et Papi, le directeur technique, il est dans l'avion en ce moment pour aller me représenter à une réunion. Donc, ça n'a pas été transmis. Mais je viens de voir la présentation, elle est super intéressante. Et elle n'a même pas beaucoup de slides. C'est à peine 6 slides ou 7 slides. Ce sont des schémas. Parce que j'ai reçu dans la salle des questions, les gens sont intéressés par les 103 sites des chefs-lieux des grandes agglomérations que vous avez ciblées. Donc je viens de la passer à la régie en ce moment. On va les temps qu'on pose des questions, vous reviendrez sur ces slides-là, qui sont des slides assez importantes. C'est juste pour rassurer et encore présenter des excuses. Merci. Merci DG. Alors, je regarde le public. Je remercie les panélistes et j'aimerais qu'on se donne quelques temps de questions. Merci beaucoup pour la parole. Je me présente, je suis M. Bernard Ndaye, je suis enseignant. Je tiens d'abord à remercier l'ANSER pour l'invitation, notamment M. le directeur général qui m'a
invité juste peut-être 2 ou 3 jours avant ce grand événement, apparemment extrêmement intéressant. Bon, moi, en principe, je n'ai pas du tout de questions, mais je voulais peut-être, avant de commencer, que ce soit Anser ou Youssem, ils viennent de nous laisser dans une confusion totale en ce qui concerne le taux d'électrification. Nous venons d'apprendre que nous avons un taux d'électrification variable. Anser a parlé de 6 à 20%, on ne sait pas se situer. Et l'UCM a dit pratiquement la même chose. Bon, ce qui est aussi extrêmement dangereux, puisque quand on se lance, j'ai apprécié vraiment le travail qui est fait dans le cadre du plan, on a parlé du plan local d'électrification. Peut-être ma première question, c'est en ce qui concerne le mix énergétique choisi. Bon, vous avez parlé des 2 approches utilisées. Le top-down, qui est l'approche de l'économiste, qui va très bien, par exemple, en ce qui concerne l'approche optimisation. L'approche top-down va de la vision globale avant de découler sur des stratégies particulières. Bon, je ne sais pas si l'horizon temporel étant extrêmement court, 2025, et puis d'un côté, vous avez parlé aussi de l'approche bottom-up, qui est l'approche d'ingénieur, où l'on va effectivement par des petits détails, et souvent ce sont des détails en termes de données sérieusement désagrégées. Ça dépend des outils que vous avez utilisés de planification. Mais souvent, ce sont des données très désagrégées qui sont probablement difficiles à obtenir dans notre pays. Je voudrais avoir la précision sur notamment les outils utilisés. Bon, puisque j'ai vu dans le mix énergétique, vous prévoyez l'éolien, ça signifie que ça a été simulé. Bon, si vous avez utilisé, c'est pas l'approche aussi des simulations, ça dépend de l'outil que vous avez utilisé. Monsieur, est-ce que nous pourrons évoluer rapidement avec la question, s'il vous plaît? Oui, le temps imparti est très limité. Bon, vous avez prévu l'éolien. Bon, à ce que je sache, le potentiel en énergie éolienne dans notre pays est très faible à tel point qu'on ne peut même pas l'intégrer dans un quelconque plan d'électrification. Je voulais peut-être avoir des précisions sur l'outil. Bon, en ce qui concerne, vous avez dit quelque chose qui m'a, puisque je travaille aussi dans le domaine de cuisson propre, vous avez évoqué en ce qui concerne l'avantage de la cuisson propre, des décès liés aux accidents et tout ça. Moi, je pense que des décès, c'est beaucoup plus lié à l'inhalation des gaz toxiques, principalement le monoxyde de carbone et les PM, quand on utilise des combustibles qui ne sont pas du tout propres comme le bois dans les conditions que nous les utilisons. S'il vous plaît, monsieur, pourrions-nous avoir votre deuxième question? Voilà. J'ai déjà posé une question, il a compris. D'accord. Est-ce que vous avez une deuxième question précise, s'il vous plaît? Oui, la deuxième peut-être question. Bon, on va répondre d'abord à la première, s'il vous plaît. Non, la deuxième, ce n'est pas à monsieur Jean-Pierre. La deuxième, je voulais plutôt la poser à Mike. En ce qui concerne les études, bon, j'ai aimé aussi du fait qu'on ait finalement mené des études de cartographie du potentiel solaire. Bon, je ne vais pas poser la question sur les outils utilisés, notamment pour évaluer un potentiel approchant les 4 gigacrêtes. Mais c'est plutôt puisque 2025 c'est demain, je ne sais pas si on a réfléchi sur des stratégies de mise en œuvre de ce plan apparemment aussi intéressant. Bon, voilà mes 2 petites questions.
Pendant que les panélistes s'organisent, je vais devoir intervenir. S'il Monsieur vous plaît, Tchouaté. Est-ce que excusez madame, je vais voir. Je pense que il y a deux questions qui sont vraiment des questions sur. Est-ce que Monsieur Boula, parce qu'on va devoir arrêter, je vais prendre une question après, parce que le buffet est servi depuis 30 minutes. Si vous voulez être en santé, je crois qu'on va le faire. Monsieur Boula, juste précisément cette question. Et Monsieur Miketongo, peut-être vous préparez aussi. Oui. Mikemoto. Alors, bonjour, merci beaucoup, Monsieur Ndaye, pour les questions. Alors, pour le taux d'accès à l'électricité, il y a beaucoup de chiffres qui circulent, vous avez raison. Bon, nous l'avons dit, je crois, dans nos présentations, nous n'avons pas assez d'études assez mûres pour apprécier beaucoup de choses dans le secteur. Entre autres, ces choses-là, c'est les chiffres sur les taux d'accès. Dans tous les cas, on sait, ça varie de quelle plage à quelle plage. Je crois que, comme l'a dit Mikemoto aussi, le plus important, c'est de savoir plus ou moins là où on se situe. Alors pour le reste, je crois que le travail est encore immense pour avoir tous les outils dans le but de pouvoir avoir des chiffres plus ou moins précis. Alors, par rapport à l'approche top-down ou bottom-up, bon, c'est les mêmes techniques que tout le monde utilise. Pour le bottom-up, nous avons fait des dessins sur terrain pour collecter des données avec les techniques que nous avons présentées. Et je ne sais pas dire plus au-delà de ça. Et pour l'approche top-down, nous avons aussi utilisé les mêmes données satellitaires, géospatiales, pour essayer un peu de combiner tous les deux en vue de donner des résultats qui sont présentés dans les plans locaux d'électrification. Bon, pour la cuisson propre, je n'ai pas bien compris la question. Oui, la cause des décès... Je vais prier que cette réponse pour la cuisson propre, vous pouvez l'aborder pendant le lunch, s'il vous plaît. Monsieur Mikemoto. Oui, prof, merci pour la question. Pour la mise en œuvre du plan, j'ai déjà dans ma présentation, j'ai commencé à parler de la solution technique d'électrification. C'est pas pour rien, nous avons opté pour le solaire à hybrider avec plus de la petite hydro et des batteries. Au-delà de la solution technique rapide, parce que vous avez dit 2025 c'est demain, au-delà de cette solution technique rapide, nous pensons déjà à structurer tous nos projets et à organiser une table ronde pareille. Vous connaissez la date. On est en train d'abord de préparer les éléments pour l'organisation de cette table ronde. C'est pour permettre à ce que les secteurs privés puissent se prononcer sur tel ou tel autre projet, mais à une condition pour nous devons passer l'étape de la structuration technique, financière et juridique. Ensuite, au moment de la table ronde, eh bien, que ce soit les partenaires techniques du gouvernement, tout comme les développeurs, investisseurs et prêteurs, pourront se prononcer pour tel ou tel autre projet. Merci bien, M. Mikemoto. Je pense que, vu le temps qui nous est imparti, et pour permettre aussi aux autres sessions de pouvoir avoir moins de pression, je vais devoir vous inviter à applaudir nos présentateurs. Et je vous remercie pour votre aimable attention. Les questions, vous pouvez rencontrer les présentateurs pendant tout le long des 3 jours.
avoir des questions de précision. Je vais conclure ce panel en me répétant, en disant que les objectifs visés par ANSER en milieu rural et périurbain, aussi bien par les programmes développés par l'UCM, sont des programmes qui sont tangibles et qui donnent à croire que ce grand pays qui est la RDC pourra, avec votre contribution à tous, secteur privé, partenaires financiers, organisations de la société civile, pour atteindre ces objectifs dans un délai appréciable. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, DG. Alors, très rapidement, je commence par cette slide qui présente les études menées. Comme je le disais tantôt, l'étude du potentiel hydroélectrique et solaire a recensé 64 sites solaires hors réseau interconnectés et 55 sites dont la production sera injectée au réseau interconnecté. Nous avons voulu que, c'est vrai, il y a un ami qui m'a posé une question. Mike, le pays est grand, pourquoi seulement les 119 sites? Nous avons voulu que, c'est vrai, on a du solaire un peu partout, à travers le pays, mais nous avons voulu que le potentiel soit utile. Par potentiel utile, nous attendons un site qui soit à même d'alimenter une agglomération. Dans la grande forêt équatoriale, il y a aussi du soleil. Mais c'est pour alimenter quoi? Nous avons voulu que les sites-là soient utiles. Les sites que nous avons identifiés, ce sont des sites qui peuvent alimenter des agglomérations dont la demande est avérée. Et même pour les sites off-grid, là où ils seront développés, toute l'énergie sera injectée dans les réseaux pour servir. Donc, c'est vrai, on peut exploiter le soleil à travers tous les pays, mais nous avons voulu que ces potentiels-là soient vraiment utiles. Je disais qu'au-delà des sites solaires, il y a aussi l'Atlas, les sites hydro. On a recensé 575. Pour les plans, je vous ai dit tantôt qu'on s'est limité au niveau de la préfaisabilité et aujourd'hui, nous disposons de 121 études, dont 18 avec toutes les informations comportant ces études, les 18 agglomérations, comme elles relèvent des réseaux interconnectés SNEL, toutes ces informations et données seront transférées à la SNEL pour la planification. Alors, il y a des questions qui m'ont été posées pour où se trouvent ces 103 agglomérations. Voilà, tout ce que vous avez en losange, en petits carreaux, losange jaune, ce sont les chefs-lieux de capitales. On en a 21 capitales de provinces, les moins nantis en matière d'électricité. Nous avons au total 26 provinces, mais il est vrai que dans les 26, il y a au moins 5 capitales de provinces qui font partie des réseaux interconnectés SNEL. Elles sont mieux nanties, mieux électrifiées par rapport aux 21 autres chefs-lieux de province qui sont isolés. Et parmi les 21, nous avons récupéré le chef-lieu Goma, parce que, comme vous savez, le cas de Goma est un peu spécial. Goma reçoit de l'énergie de la SNEL venant des sites de Ruzizi, au moins à hauteur au moins de 6 MW. Si la SNEL est là,
elle peut me corriger. Au moins 6 MW arrivent de Ruzizi et Goma a trois autres opérateurs. Il y a Virunga qui, avec sa centrale de Matebe, fait parvenir à ciel une puissance de l'ordre de 11 à 12 MW, dont 5 sont achetés par Sokodé. Et lui-même, Virunga, distribue dans son réseau près de 5 à 6 MW. Et Nourou, avec sa centrale solaire, injecte dans son réseau près de 600 kW sur les 1,3 MW installés. Vous comprenez que l'ensemble de la puissance fournie à Goma ne suffit pas pour satisfaire les besoins exprimés aujourd'hui dans l'ordre de 40 à 45 MW, rien que pour Goma. C'est comme ça que nous avons intégré Goma dans les chefs-lieux de province qui sont insuffisamment alimentés ou pas du tout desservis. Et les petits carreaux rouges, ce sont les sans agglomération de plus de 50 000 habitants. Bon, vous allez peut-être nous demander, mais pourquoi vous limitez seulement 50 à 100? Parce qu'il n'y a pas que les 100 qui ont une population au-delà de 50. Je vous ai dit tantôt, nous étions vraiment limités par les budgets qui ne permettaient pas d'aller au-delà. Peut-être dans une seconde phase, on reviendra maintenant sur les autres agglomérations urbaines de plus de 50 000 habitants. Alors, cette image illustre ce que j'ai dit tantôt. L'étude ne s'est pas limitée seulement à l'agglomération. Nous avons ici, on a pris le cas, j'espère que je me fais entendre, on a pris le cas de la ville de Mwanda. Nous avons la ville ici, dans ses limites administratives, avec un site de production qui est localisé à cet endroit ici. Alors, pour l'ensemble de l'agglomération, nous avons prévu une alimentation en région. Mais l'étude est allée plus loin jusqu'à considérer une zone tampon de 10 km autour de l'agglomération. Bon, voilà. Excusez-moi. Bon. Ça, ce sont les réflexes d'un ingénieur comprenant. Oh. Alors, je disais donc que nous sommes allés autour, dans une zone tampon de 10 km autour de l'agglomération, où nous retrouvons des petits villages ou des petits quartiers. Bon. Ah, ok. Nous retrouvons des petits villages, des quartiers isolés et dispersés. Alors, pour cette zone-là, nous avons également étudié la demande, les solutions de densification et même la configuration des réseaux. Et on s'est dit, j'ai parlé tout à l'heure, par exemple, des kiosques solaires. Pour des agglomérations, par exemple, ici, je prends le cas de ces petits quartiers, on peut placer 2-3 kiosques pour qu'un kiosque... Merci. Un kiosque, par exemple, peut prendre 5-10 ménages. Tout dépend de la grandeur de l'agglomération et on peut mettre 1, 2 ou 3 kiosques. Alors, mais pour ceux-là qui sont vraiment éloignés du réseau, je vous ai dit tantôt, nous avons pris une hypothèse d'une connexion variant entre 750 à 1500 $, avec une priorité pour se limiter à 1000 $ pour la première priorité, à 1200 $ pour la deuxième priorité et à 1500 pour la troisième priorité. Si on est vraiment au-delà de ces 3 priorités, alors nous prévoyons des systèmes individuels communément appelés kits solaires pour les gens qui sont vraiment dispersés et
dont le coût de connexion coûterait plus aux développeurs. Je prends une autre slide. Là, nous avons dit, au-delà des études que nous avons menées, nous accompagnons aussi les développeurs dans la démarche d'arriver au closing financier. Et cette démarche consiste à l'assister pour la structuration de leur projet, à mettre à leur disposition une cartographie de financement innovant, dans l'assistance aussi de l'atteinte, je viens de dire, closing financier, mais un élément important, je l'ai dit tout à l'heure, mais je n'ai pas vraiment développé, c'est cette matrice de risques. Comme vous savez, il faut répartir les risques qu'encourent les projets. Nous savons, par exemple, je donne un exemple. Aujourd'hui, le réseau de transport appartient à SNEL. Vous êtes à IPP, vous dites que vous voulez installer une centrale quelque part. Vous développez un site hydro. Et que toute l'énergie doit être injectée sur ces réseaux SNEL. Vous êtes à IPP, vous dites, bon voilà, moi, je ne peux pas courir derrière les abonnés pour aller recouvrir les factures d'énergie. Je voudrais que mon énergie soit achetée par une société ou par quelqu'un. Vous dites, bon voilà, vous signez un contrat avec la SNEL pour l'achat de toute l'énergie et que la SNEL s'occupe de la distribution et commercialisation. Vous signez un contrat aujourd'hui et 2 ans après, deux pylônes s'écroulent. Il faut partager les risques. Il n'y a pas que ça, il y a beaucoup d'exemples. Vous faites votre étude pour une demande donnée et au moment de l'exploitation, vous n'arrivez pas à atteindre ces demandes-là. Ou que les abonnés n'arrivent pas à payer alors que les études ont prouvé la capacité à payer. Mais au moment de l'exploitation, vous êtes dans une situation telle que, d'abord, vous n'arrivez même pas à connecter tous les abonnés et ceux qui sont connectés n'arrivent pas à payer. Il faudrait déjà que dès le départ, tous ces risques-là soient identifiés et répartis. Répartis entre l'autorité concédante et les développeurs. Qui prendra tes risques? Qui fera quoi au moment de l'exploitation? Alors, toute cette matrice-là et la répartition, au niveau des SEM, nous l'avons étudiée et elle est disponible. Alors, je prends un dernier. Bon, ça, ce sont les 10 promoteurs privés que nous sommes en train d'accompagner aujourd'hui dans leur projet. Il y a un ami qui m'a posé, c'est seulement des sites hydro, non. Vous pouvez voir, il y a des sites solaires, il y a des gaz, ceux qui vont exploiter les gaz, l'hydro et l'hydro. Alors là, je vais rapidement au tableau des indicateurs. Et alors, je disais que les projets du PIP vont contribuer à raison de 21 points. C'est-à-dire que ce que nous avons amené va améliorer quand même les taux actuels d'électricité. Et si Anser amène encore sa quote-part, j'espère qu'en 2025, si tous ces projets arrivaient à être mis en œuvre, nous allons atteindre un pourcentage qui soit vraiment acceptable. Les puissances à introduire sont renseignées là-bas et les montants, les coûts des projets sont aussi renseignés en termes de production et en termes de distribution. Je vous ai dit tantôt que la distribution coûte un peu cher pour le moment, parce que là aussi nous devons, raison pour laquelle nous insistons beaucoup sur la structuration. Même dans la saison structuration financière, nous arrivons même à déterminer comment les financements devront être réalisés. Le développeur va amener
combien, qui sera rémunéré à quel taux, s'il y a des subventions ou il n'y a pas de subventions. Nous arrivons à faire un peu tout ça. Ceux qui ont besoin de toutes ces informations, ils peuvent prendre contact avec nous. Nous mettons à leur disposition le travail qui a été fait. Et la dernière slide renseigne sur l'état. Excusez-moi. Sur l'état, oui. L'état actuel de ces projets. Je vous ai dit qu'il y a 3 projets qui sont en cours d'être mis en œuvre. Ça, ce sont les projets qui entrent dans le cadre des programmes pilotes ESSOR. On a 3 projets pour la ville de Guémena, Bumba et Ijiro, dont le contrat a été signé et le concessionnaire vient de finaliser les études de faisabilité. Et bientôt là, dès qu'il boucle, et heureusement pour nous que la BAD nous a aidé à ce qu'on arrive à recruter un consultant qui va aider le concessionnaire à boucler le financement, de manière à ce que le projet puisse, en fait, la construction puisse commencer. Nous avons 3 projets qui sont, dont les études sont en essence d'achèvement. Ça, c'est le projet Kananga Mbujimaï et Kananga Mbujimaï avec l'intervention de l'AFC. Et puis Kabinda avec l'intervention de l'AFD. Le projet qui entre dans le cadre des programmes SMG. Donc les études menées par Vida et RINA sont presque finies. Bon, les études de la demande, c'est fini. Il est question maintenant que les parties prenantes, AR et comprise, et ACR comprise, AR et ISEM, nous arrivions à valider ces études de la demande et attendre maintenant les études techniques et de sauvegarde environnementale pour les valider un peu plus tard. De manière à ce que le processus des appels d'offres soit lancé. Mais une chose est vraie, dans ces projets, on a déjà un financement en amont où la AFC a déjà mobilisé près de 440 millions, 400 millions AFC, et puis l'AMIGA 20 millions pour ces projets. Et même pour les projets ESSOR, il y a eu une mobilisation de financement en amont où nous avons obtenu près de 20 millions du Fonds vert climat pour le climat et des lettres d'intention d'autres bailleurs qui arrivent à près de 120 millions alors que le projet lui-même est estimé à quelque chose comme 130-140 millions. Les études qui sont en cours pourront nous déterminer le coût réel, mais une chose importante, nous avons déjà mobilisé en amont près de 120 millions avec 20 millions garantis et 100 millions en intention. Et des lettres écrites par les bailleurs et données aux concessionnaires. Il y a 4 projets qui sont en cours de situation. Ça, nous avons bénéficié du concours de la BAD qui a mis à notre disposition un cabinet multidisciplinaire. Il y a des juristes, des techniciens, et c'est ce cabinet qui nous aide à structurer ces projets de sorte qu'ils soient promis aux investisseurs et prêteurs privés et prêteurs. Et je vais dire aussi, il nous reste encore 93 projets qui attendent d'être structurés. Pour vous qui m'entendez et que vous êtes développeurs, voilà une occasion. Voilà l'occasion de 93 projets qui sont là. C'est une opportunité pour vous de prendre 1, 2, 3, 4, 5 projets. Tout dépend de votre convenance.
Voilà ce que je peux ajouter. On m'a donné 10 minutes. J'espère que je n'ai pas dépassé. Merci DG. Pour toute question ou toute information utile, contactez-nous. ISEM, nous sommes là. Nous serons à votre disposition. Merci.